pour l'invitation, pour vous parler ce soir des aspects médico-économiques de l'imagerie interventionnelle avec Jean-Michel Bartoli. Alors on a pris le parti de faire une première présentation avec un focus sur l'imagerie interventionnelle oncologique dont on a déjà parlé ce soir. Et par la suite, Jean-Michel reviendra pour vous parler de manière plus large sur les actions menées pour valoriser cette imagerie interventionnelle. Donc l'imagerie interventionnelle oncologique, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est développé déjà depuis 40, 50 ans, avec des pionniers comme Charles Dotter dans les années 60, donc c'est vraiment pas quelque chose de récent. Et en France, cette activité, comme vous le savez, se développe. Ici, ce sont des chiffres donnés par la Fédération de radiologie interventionnelle en 2010 sur des destructions tumorales percutanées par thermoablation, avec une multiplication par deux de ces chiffres entre 2007 et 2009, et on est toujours sur la même courbe de croissance récemment. Alors, cette imagerie interventionnelle oncologique, elle est encouragée désormais par l'État, puisque dans le plan cancer publié en 2014 pour les 5 ans, cette activité est clairement identifiée pour la première fois, avec on souligne que c'est une innovation majeure en oncologie et que l'objectif est de multiplier par 4 le nombre des actes au cours de ces 5 années. Donc, cette imagerie interventionnelle oncologique est très vaste, elle s'intéresse au corps entier, de la tête aux pieds, avec différentes procédures comme les cimentoplasties pour consolider les os, beaucoup d'interventions sur le foie ou sur les organes en général, et avec un vaste champ d'application, comme je vous l'ai dit. Si on prend les thermodestructions, qui consistent à détruire des tumeurs en mettant en place des aiguilles sous contrôle de l'imagerie et en utilisant soit le chaud, c'est la radiofréquence, les micro-ondes, le laser, ou soit le froid, c'est la cryothérapie, eh bien on peut détruire des tumeurs un peu partout, sur les os, sur les surrénales, les poumons, les reins, le foie, et cette liste n'est absolument pas limitative. Pour faire ces interventions, on a besoin d'actes, de salles, multimodalités. On a parlé tout à l'heure du plateau technique minimal requis pour faire cette activité dans le futur. Moi, mon opinion, c'est qu'il faut vraiment maîtriser toutes les méthodes d'imagerie si on veut faire de l'imagerie interventionnelle oncologique, parce qu'on a besoin d'avoir des traitements le plus souvent combinés, qui nécessitent de passer de l'échographie au scanner, puis du scanner à l'artériographie, en revenant par le scanner, et en sachant, dans le même temps, très bien lire toute l'imagerie diagnostique. Et dans ma formation, la formation que j'ai eue d'imagerie diagnostique me sert énormément pour pratiquer cette surspécialisation. Et à ce titre, je pense que ça sera un discours qu'on aura avec nos collègues chirurgiens, hépatogastro-entérologues ou autres. Je pense que si on veut vraiment bien faire cette imagerie interventionnelle oncologique, eh bien, il faut maîtriser tout ça. Il ne faut pas juste maîtriser l'échographie et ne pas savoir lire une IRM ou juste disposer d'un échographe sans pouvoir disposer d'un scanner ou d'une salle d'angiographie. Et puis, on a des logiciels performants. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, peu importe. On a des logiciels performants qui nous permettent d'être extrêmement précis. Et pour cette précision, je vous parlais de l'imagerie multimodalité. Alors, la vidéo ne marche pas, mais on peut très bien fusionner des IRM ou des scanners qu'on aurait fait avant l'intervention aux images acquises pendant l'intervention, tout ça pour pouvoir être le plus précis possible et donc le plus efficace possible. Alors, l'imagerie interventionnelle oncologique, comme l'imagerie interventionnelle en général, est souvent rapide. Ce sont des actes rapides. Si on les compare à la chirurgie notamment, ce sont des actes beaucoup plus rapides, qui sont en règle générale efficaces, j'y reviendrai juste après, et avec une faible morbidité. Et encore une fois, si on compare à la chirurgie, la morbidité est bien inférieure, quel que soit l'acte considéré. Ce qui doit avoir un impact médico-économique. Si on a ces qualités, forcément, on a un impact médico-économique. Le problème, c'est que l'imagerie interventionnelle oncologique, comme l'imagerie interventionnelle en général, est assez mal évaluée sur le plan médico-économique. Alors, les explications potentielles que je peux trouver, c'est que la première explication, c'est que quand on veut valider une technique ou quand on veut dire qu'elle est meilleure que la chirurgie, on va d'abord s'intéresser aux résultats. On va s'intéresser par la suite éventuellement à une évaluation médico-économique, mais d'abord on va s'intéresser à l'efficacité en termes de contrôle tumoral, de complications, etc. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que lorsqu'on fait de la recherche clinique et qu'on évalue les impacts médico-économiques, eh bien, c'est dans le but de les publier.
Et si vous publiez des impacts médico-économiques français, si vous voulez les publier dans une revue internationale, généralement vous êtes retoqué parce que la vérité française n'est pas celle allemande, n'est pas celle américaine, et on a beaucoup de mal à diffuser des informations. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'en France, il y a des programmes institutionnels maintenant qui vont essayer d'évaluer l'impact médico-économique de ces techniques par le biais de projets institutionnels. Avant, c'était le projet de soutien technique aux innovations coûteuses, le PSTIC. J'ai horreur des acronymes, c'est pour ça que je vous le dis sur tout le long. Et maintenant, c'est remplacé par les programmes médicaux de recherche économique, les PMRE, qui doivent donc évaluer l'impact médico-économique de nos nouvelles techniques pour vraiment évaluer les choses. Donc, vous l'avez compris. Et c'est à l'instigation des pouvoirs publics, oui. ou des hôpitaux? Non, ce sont des programmes de recherche clinique qui sont financés par l'État. On dépose des dossiers, on est accepté ou pas par des commissions ad hoc. Et donc, si le dossier est accepté, après, il est complètement financé, à charge du promoteur d'obtenir des résultats, de mener à bien sa recherche. Et donc, il y en a beaucoup de PMRE? Oui. Et donc, vous l'avez compris, je n'ai pas beaucoup de chiffres à vous donner. Alors, pour essayer de vous démontrer mais je crois qu'il y en a beaucoup qui sont déjà convaincus par l'efficacité de l'imagerie interventionnelle oncologique, j'ai pris le parti de terminer ce topo par un cas clinique réel, qui est une sorte de patient traceur, et vous allez voir que, alors c'est un peu une histoire de chasse, c'est vrai, mais vous allez voir toute la diversité de l'imagerie interventionnelle oncologique pour le cas de ce patient, qui est un homme de 57 ans, qui a une cirrhose. Alors la cirrhose, ça donne souvent des cancers primitifs du foie, ce qu'il a fait en février 2013 avec 2 gros cancers du foie qui faisaient 5 et 9 cm de diamètre. Alors il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire et on décide de faire un traitement artériel hépatique, c'est-à-dire on passe par l'artère fémorale, on monte un cathéter jusque dans le foie et on va délivrer de la chimiothérapie, des microbilles pour aller détruire les tumeurs. En août 2003, peu de temps après 2 séances de thérapeutique, importante réponse tumorale. Ça, c'est une IRM. La lésion est complètement détruite, nécrosée, avec un volume du foie gauche de 32%. Alors, on dit, la tumeur est presque détruite, le patient va bien. Le mieux pour lui, ça serait de lui enlever la partie droite du foie avec un chirurgien, mais le chirurgien ne peut pas le faire parce qu'il resterait simplement 32% du foie, et pour vivre après l'intervention, il faut au moins 40%. Donc, on dit, on va faire une embolisation portale radiologique pour permettre au chirurgien de l'opérer. Donc l'embolisation portale, ça consiste à passer dans le foie, à aller boucher une veine dans le foie qui doit partir, de façon à redistribuer du sang vers le foie qui doit rester en place. Ce sang apporte des facteurs hépatotrophiques, ce qui fait que le foie grossit en quelques semaines. Et quelques semaines après, le volume du foie gauche est passé de 32 à 45%. Donc le chirurgien dit « Ok, je l'opère ». J'enlève donc la partie droite du foie. Pendant 3 ans, il est tranquille. Donc ce patient, il avait 2 tumeurs primitives du foie, énormes, non opérables, et finalement, il se retrouve 3 ans chez lui, tranquille, avec une vie strictement normale. 3 ans après, il fait un nouveau carcinome hépatocellulaire, une nouvelle tumeur dans la partie restante du foie, et une métastase pulmonaire. Alors on dit, on va détruire les deux en les brûlant. C'est ce qui est fait au cours d'une seule séance, menée sous anesthésie générale, où on détruit d'abord la tumeur pulmonaire. Ici, vous avez l'aiguille, c'est un contrôle scanner, le patient est à plat ventre et on lui met l'aiguille et on détruit la tumeur. Ça prend à peu près une trentaine de minutes. On retourne le patient et on finit en détruisant la tumeur hépatique. En mars 2007, donc 1 an après, il fait une métastase osseuse de 7 cm de diamètre et on dit bon, le mieux c'est de l'opérer puisqu'il fait de temps en temps des métastases, on va lui débarrasser sa métastase, mais le chirurgien nous dit moi si je l'opère, ça risque de beaucoup saigner parce que ce sont des tumeurs très vascularisées et donc on va emboliser d'abord la tumeur de façon à ce que mon acte chirurgical ne soit pas morbide. C'est ce qui est fait. Si vous avez une artériographie, ça c'est l'artère sous-scapulaire avec les vaisseaux qui vascularisent la tumeur avant et après embolisation. Et finalement, 2 ans après, il développe 3 nouvelles métastases pulmonaires, une métastase digestive, une métastase osseuse. On ne fait pas de traitement de radiologie interventionnelle. Il a un traitement médical pour des soins de support et il décède quelques mois plus tard, soit plus de 5 ans après le début de la prise en charge. Donc si on regarde l'impact médico-économique de cette prise en charge de patients, vous avez les différents actes de radiologie interventionnelle qui ont été faits au cours de ces 5 ans.
Le nombre d'hospitalisations, vous voyez, le nombre de jours de l'hospitalisation, vous voyez que c'est très court, c'est entre 1 et 3 jours. Pour une efficacité importante, puisque la radiofréquence n'a pas entraîné de récidive locale, les chimioembolisations initiales ont entraîné une nécrose très importante, l'embolisation portale préopératoire a permis le projet d'hépatectomie, et l'embolisation a permis l'exérèse de la métastase scapulaire dans de bonnes conditions. Alors, les chiffres de valorisation, je ne sais pas s'ils sont très justes maintenant, c'est une diapo un peu ancienne. Toujours est-il que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, ces axes sont très mal valorisés et couvrent à peine ou pas le simple coût du matériel. Sur la radiofréquence, par exemple, la valorisation CPM, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais elle était autour de 100 € pour une aiguille qui vaut 1000 €, sans compter, bien sûr, la salle et le personnel. Donc, en conclusion, avant de donner la parole à Jean-Michel, le domaine de la radiologie interventionnelle oncologique est vaste. Il y a une réelle efficience médico-économique que personne ne discute, qui reste à démontrer ou à mieux démontrer, mais je pense qu'il ne faut pas attendre que ça soit mieux démontré pour faire des GHS ou faire des valorisations médico-économiques suffisantes. C'est très important pour que ça soit fait dans les structures privées, comme ça a été dit. Je souscris tout à fait à ça, parce qu'il n'est pas possible de développer des techniques comme ça, innovantes, si elles ne sont pas disponibles de manière ubiquitaire dans l'ensemble du territoire, dans les structures hospitalières comme dans les structures privées. Il faut qu'elles soient disponibles pour toutes les RCP, pas simplement les RCP hospitalières. Encore que les techniques sont quand même assez complexes, visiblement, et ne peuvent pas être faites par... Peut-être pas partout, mais dans des grosses cliniques, je pense que c'est tout à fait possible. Le facteur limitant, c'est le bon radiologue avec le bon plateau technique, à mon sens. Et comme vous l'avez vu dans ce cas clinique, mais c'est notre cas tous les jours, moi je travaille beaucoup avec les chirurgiens, beaucoup avec les hépatologues, tous les jours, il y a une vraie collaboration radio-médico-chirurgicale, et j'ajouterai, comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, en plus avec la médecine nucléaire, puisqu'on fait aussi des traitements avec eux, donc c'est vraiment une équipe entière. Et je crois que vous n'avez pas dit que vous venez de Nice. Voilà, je viens de Nice. Donc un bon radiologue, un bon plateau technique, une bonne équipe. Il ne faut pas oublier qu'un radiologue ne peut pas être tout seul et qu'il faut qu'il soit à plusieurs pour pouvoir assurer la continuité des soins et la permanence des soins 24/24, 7/7. Et que quand on est dans une structure, et c'est je pense tout l'intérêt de ce qu'on va essayer de montrer tout à l'heure avec les décrets d'activité, c'est que quand on est tout seul dans son coin, on peut très bien travailler si on est compétent et qu'on a un bon plateau technique et une bonne direction qui a envie d'investir. On peut très bien travailler pendant la journée et assurer la permanence des soins et la continuité des soins par l'intermédiaire d'une collaboration inter-établissement, que ce soit privé-privé, privé-public ou autre, et permettre ainsi de faire en sorte que la radiologie interventionnelle s'étende dans tout un territoire de santé. Donc on va revenir sur quelques points qu'a présenté Patrick, mais je vais aller très vite pour vous rappeler qu'il y a 540 000 actes de radiologie interventionnelle qui avaient été réalisés en 2010. La radiologie interventionnelle, donc, c'est tous les actes diagnostiques et thérapeutiques qui sont guidés par l'imagerie et réalisés par les radiologues. On a entendu tout à l'heure notre ami Lacoste parler de l'imagerie interventionnelle. Ça regroupe aussi la chirurgie, la gastro, la cardio, etc. Nous, c'est la radiologie interventionnelle aujourd'hui qui nous intéresse, mais je comprends très bien qu'un directeur de clinique ou de structure parle aussi d'imagerie interventionnelle. La discipline radiologique, on vient de le dire avec Patrick, elle est seule et unique, elle est diagnostique et interventionnelle, elle est très différente de la conception anglo-saxonne dans laquelle on a souvent des radiologues diagnosticiens et des radiologues interventionnels. Nous, on a choisi de ne pas balkaniser notre discipline et de s'appuyer sur nos compétences diagnostiques pour faire l'interventionnel. On a donc besoin d'avoir une formation de médecin radiologue et donc une compétence à la fois diagnostique et interventionnelle dans chaque spécialité d'organe. On a vu, c'est très divers les actes de radiologie interventionnelle, ça couvre toutes les spécialités d'organes. Et un des soucis que nous rencontrons, que ce soit en privé ou en public, c'est qu'on n'a pas ou très peu de structures propres d'hospitalisation et qu'on a, on en a déjà parlé depuis tout à l'heure, un manque de lisibilité par les tutelles, les patients, la direction, les cliniciens, les radiologues. Mais j'ai bien entendu ce qui a été dit au début de la réunion, mais tout ce manque de lisibilité, je crois que maintenant c'est passé, ça c'était avant le colloque Imagine, tout le monde a bien compris l'importance de cette radiologie interventionnelle. On a une typologie des actes et des niveaux d'activité qui a été définie par la Fédération de radiologie interventionnelle, qui dépend de l'équipement, de l'environnement, des équipes médicales et soignantes qui sont dédiées à cette activité, des équipes de réanimation, d'accessibilité et d'anesthésie, des accessibilités aux lits d'hospitalisation, au secteur de réanimation, de soins intensifs. Donc quand on n'a pas ce type de structure à l'intérieur de son service de radiologie ou de son département, il faut qu'on puisse s'appuyer sur des collaborations au sein de l'établissement ou inter-établissement.
Il faut qu'on ait bien sûr des structures de consultation. Tous les radiologues interventionnels font énormément de consultations, bien sûr. Et donc, il y a des actes de radiologie interventionnelle de type 1, 2 ou 3 en fonction de la complexité de l'acte et de la complexité de l'équipement dont il a besoin pour réaliser ces actes. Tous les actes de type 1, ce sont ceux qui sont réalisés par tous les radiologues dans tous les cabinets de radiologie, dans toutes les structures de radiologie en général, qu'elles soient hospitalières, libérales ou des cabinets. Les actes de niveau 3, ça nécessite systématiquement l'accès à une réanimation, une permanence des soins 24/24, 7 sur 7, etc. L'organisation territoriale, on en a parlé tout à l'heure avec Mme Dumont, et régionale des centres de radiologie, elle a été proposée dans le volet des techniques interventionnelles guidées par imagerie, qui regroupait la cardiologie interventionnelle et la neuroradiologie interventionnelle. Et donc, il y a un nouveau volet qui était ouvert, qui s'appelait techniques interventionnelles guidées par imagerie, radiologie interventionnelle. Il y a un certain nombre d'ARS, et en particulier l'ARS PACA, qui a, donc, dans son PRS ROS, a mis cette organisation, mais comme on l'a dit, c'était vraiment très embryonnaire, et on a besoin pour le prochain PRS d'avoir un chapitre qui soit parfaitement défini et dans lequel la collaboration inter-établissement soit parfaitement écrite, que ce soit à échelon territorial ou régional. Je vous rappelle que la neuroradiologie interventionnelle et la cardiologie interventionnelle sont pour nous deux exemples, parce qu'il y a 2 décrets d'activité pour ces activités, neuroradio interventionnelle, cardio interventionnelle, et que donc en neuroradio par exemple, il y a une certification des radiologues, une accréditation des centres de neuroradiologie interventionnelle et des pratiques organisationnelles. Ce que l'on travaille aujourd'hui avec la DGOS, qui s'est emparée de ce dossier au début de l'année 2015, donc ça fait 9 mois qu'on travaille avec eux, et j'espère bien que d'ici la fin de l'année, en tout cas au JFR, dans un mois, on pourra annoncer des bonnes nouvelles sur la collaboration qu'on a avec ce groupe de travail à la DGOS. On essaie donc de faire exactement la même chose, c'est-à-dire d'obtenir un décret d'activité en radiologie interventionnelle pour obtenir une reconnaissance définitive, et que donc nous soyons tamponnés, les différentes structures hospitalières, privées, publiques, etc., soient tamponnées pour avoir un décret d'activité en radiologie interventionnelle. Bien sûr, c'est contraignant, mais globalement, si on regarde bien toutes nos structures, quelles qu'elles soient, privées ou publiques, on a quasiment tous les prérequis qui sont remplis. On a des organisations de nos salles de radiologie interventionnelle qui sont parfaitement organisées selon les contraintes réglementaires, le bloc, la radioprotection, les méthodes de guidage, le système d'information radiologique, l'accès au PACS, tout ça globalement, toutes les structures qui veulent faire de la radiologie interventionnelle de type 2 ou 3 long en disposent. On a des plateaux techniques qui sont d'imagerie qui sont diversifiés, on l'a vu tout à l'heure, si on veut pouvoir faire de la radiologie interventionnelle, il faut qu'on puisse avoir accès à un plateau technique scanner et IRM. Il faut qu'on ait une démarche qualité, ça c'est une obligation, mais on l'a tous, ne serait-ce que par l'accréditation de nos établissements, par la rédaction de protocoles, par les recommandations, que ce soit de la FRI ou d'autres sociétés savantes, les CREX, les RMM, l'accréditation, les bases de données, en sachant qu'aujourd'hui donc, on a la possibilité à l'échelon français de disposer d'une base de données de radiologie interventionnelle qui s'appelle EpiFree, que donc on peut déclarer tous ces actes, et que ça c'est très important, et qu'en plus, comme on a le GBU, le guide du bon usage des examens d'imagerie, on a aussi un guide pratique de la radiologie interventionnelle sur lequel tout le monde peut s'appuyer pour développer ses activités. Pour tout ça, on l'a dit tout à l'heure, il faut des radiologues bien formés. Donc notre job au Conseil des enseignants en radiologie français, en tant qu'universitaire, c'est de travailler à la formation de la radiologie interventionnelle. On a mis en place une formation initiale avec un module national qui est obligatoire d'initiation à la radiologie interventionnelle pour donc tous les DES en formation, tous les radiologues sur le territoire français, tous les jeunes radiologues ont tous ce module obligatoire. Je vous rappelle que le DES de radiologie, c'est 5 ans et qu'en fin de DES et dans le cas du post-internat, nous avons proposé la spécialité radiologique, le Conseil des enseignants, le G4 national de radiologie, a proposé qu'on ait uniquement 2 options à la fin de l'internat. Il n'y a plus que 2 options de surspécialité qui sont de la radiologie interventionnelle, soit en neuroradiologie interventionnelle, c'est 3 ans, soit en radiologie interventionnelle, et c'est 2 ans supplémentaires après le DES. Ce sont les 2 seules demandes qui ont été faites par la spécialité. À la CNIPI 1 et 2, ça fait juste 4 ans qu'on attend la réponse, mais dans le cadre de la réforme du 3e cycle, comme toutes les autres spécialités médicales et chirurgicales. Et puis la CNIPI 1 et 2 se sont arrêtées, et là maintenant, Marisol Touraine est notre ministre des universités de la recherche, nous a mis en place une nouvelle commission qui s'appelle le CNEMOP, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bon, c'est elle qui va donc valider notre demande, la demande de chaque spécialité pour le 3e cycle. J'espère bien que tous les travaux que nous avons menés pour arriver à cette idée de défendre la radiologie interventionnelle avec une surspécialité sera accepté. On arrive vite à la valorisation, on n'a pas de structure d'hospitalisation dédiée à la radiologie interventionnelle, donc pas de GHM ou de GHS spécifique de la radiologie interventionnelle, premier problème. On a une place à la CCAM, mais peu ou pas dans la définition des GHM, car on a très peu d'actes classants.
très peu d'actes classés en radiologie interventionnelle. Et on a une valorisation des actes qui est très insuffisante et qui bride, on vient de l'entendre tout à l'heure, en particulier par la communication de notre collègue Lacoste à Rambaud, dès la prise en charge des patients, malgré le nombre d'actes, le caractère mini-invasif, ambulatoire et la validation scientifique de tous ceux dont vient de vous parler Patrick Chevalier. Une des façons de faire, c'est ce qu'on fait nous par exemple chez nous, mais j'imagine qu'à Nice c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait la radiologie interventionnelle qui est une activité déficitaire est entre guillemets payée par les activités qu'on réalise sur les équipements lourds, que ce soit en scanner ou en IRM, sur les patients externes. C'est complètement fou, mais bon, c'est comme ça. On a vu Unicancer, on a vu ce que serait la prise en charge du cancer en 2020. La tendance 5, c'était donc la radiologie interventionnelle. Et voilà les avancées technologiques. Nos amis d'Unicancer nous disent qu'il y aura une augmentation du séjour de radiologie interventionnelle qui sera multipliée par 4 dans les 5 ans qui viennent, qu'on aura près de 30% des méta-hépatiques et pulmonaires et 50% de métastases osseuses qui seront traitées par radiologie interventionnelle. Et vous voyez le nombre d'actes de séjour, etc., qui sont générés par la radiologie interventionnelle. Et on peut insister aussi sur le fait que ça substituera aussi 5% des séjours chirurgicaux. C'est tout ce qui est prévu par Unicancer. La valorisation, nous avons 5 plaies. Les plaies non pas d'Égypte, mais de la radiologie interventionnelle. Le premier, c'est l'acte de guidage, que ce soit sous scanner ou IRM. On a un guidage 4Y115 et son forfait technique pour une durée d'examen qui est totalement incompatible avec l'esprit de la CCM scanner. On va avoir un exemple dans 2 secondes. On a le deuxième problème qui est celui de la prise en charge des dispositifs médico-stériles de type applicateur. Quand vous faites une embolisation, vous utilisez un couple microcathéter micro-guide en embolisation suprasélective. Malheureusement, ça coûte 600 € et ce n'est pas pris en charge, c'est uniquement dans le GHM. Quand le GHM est à 900 €, on a un peu de mal à imaginer comment on va réussir à payer ce couple microcathéter micro-guide. Les aiguilles de RF de cryothérapie non plus ne sont pas prises en charge et elles sont en fait dans les GHM, encore une fois, au tarif dérisoire, on va le voir, 1700 € hospitalisation compris en moyenne, avec donc 1000 francs de perte de base pour l'institution dans laquelle sont réalisés ces actes. Donc ça, c'est une catastrophe, ça fait 10 ans que ça dure, on n'arrive pas à faire changer les choses, ça progresse un tout petit peu, mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail. Les DMI, il y a des DMI, des dispositifs médicaux implantables qui sont non inscrits sur la FPP en sus, sur la liste de produits et prestations remboursables en sus. C'était le cas de l'Onyx jusqu'en 2014. Donc, si je regarde ce qui s'est passé chez nous à la paix en 2012, on a utilisé 330 flacons d'Onyx à 765 € le flacon. On a perdu 250 000 €. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on fasse des recettes sur d'autres parties d'activité, dans le cas de la tarification activité, sur les activités externes en imagerie diagnostique, pour arriver à payer ça. Sinon, j'imagine que mon établissement m'aurait dit d'arrêter ce type de dépenses. Les axes CCM, les 4e plaies, c'est les axes CCM de radiologie interventionnelle qui sont non inscrits à la CCM ou non ou insuffisamment tarifés. Aujourd'hui, la radiofréquence des reins, de l'os, les poumons, les parties molles, la cryothérapie, les micro-ondes de tous ces organes ne sont pas inscrits à la CCM. On en fait tous, vous en avez entendu il y a 2 secondes un exemple à partir d'un seul patient et vous avez vu qu'on était en 2008 ou je ne sais plus quelle année, enfin, vous voyez que bon, ça fait longtemps que ça dure et qu'on a toujours ces mêmes problèmes. On a des GHM, quand on en a qui sont des GHM interventionnels versus des GHM médicaux chirurgicaux, donc les GHM en K, en M ou en C. Et les GHM interventionnels, malheureusement, pour nos actes interventionnels, on a trop peu d'actes classants et uniquement en cardiovasculaire. Donc, par exemple, si vous faites un anévrisme, une sténose ou une dissection, vous avez le droit à un GHS en K. Globalement, l'intermédiaire, le remboursement intermédiaire entre le médical et le chirurgical qui est tout en haut. Mais par contre, si vous faites une chimio-embolisation hépatique, vous n'avez pas droit au GHM en K. Donc, vous êtes sur un GHM médical qui est ridicule. Est-ce que ça change? Oui, ça change, parce que pour la chimio-embolisation hépatique, depuis 3 mois, ça fait combien de temps que tu fais des chimio-embolisations hépatiques? 15 ans. Voilà, 15 ans. Donc depuis 3 mois, nous avons la chance que enfin les chimio-embolisations hépatiques aient été revalorisées et soient passées sur un GHM en K. Vous imaginez l'argent dépensé par le centre hospitalier de Nice. J'espère que ce n'est pas le seul à avoir creusé le trou. J'ai fini en vous expliquant le dernier point qui est la ponction biopsie sous scanner versus DTPI. Quand vous faites une ponction biopsie sous scanner, ça prend 30 minutes et vous avez la classification qui est là en termes d'actes CCM. Et quand vous regardez ce que vous faites pour une destruction transcutanée de tumeur hépatique par RF, eh ben, ça prend à peu près 1h45 ou 2 heures. Et vous avez exactement le même acte. C'est exactement le même, ça paraît incroyable. Le temps est multiplié par 3 ou 4. Mais malheureusement, vous avez le même remboursement, donc vous comprenez bien que ça devient très compliqué. La dernière chose, et sur laquelle on continue à travailler, c'est que quand vous faites les tumeurs malignes du poumon et que vous faites la destruction tumorale, quelle qu'elle soit, guidée par imagerie, le prix moyen de votre séjour dans la région PACA est à 2514 €. Je vous rappelle que déjà, vous avez 1000 € minimum pour une aiguille. Si vous utilisez 2 aiguilles, c'est 2000 € pour la radiofréquence. Et on vous rembourse 2514 € pour tout.
Et quand vous faites de la chirurgie, pour exactement les mêmes pathologies, en tarif moyen de GHM, on vous rembourse 6 414 €. Donc vous voyez qu'on pourrait faire beaucoup d'économies si on nous remboursait un tout petit peu plus que ces 2 514 €, qu'on ne soit peut-être pas aux 6 414, mais qu'on nous monte un tout petit peu le tarif pour qu'on puisse prendre en charge ce type d'activité et devenir rentable. Voilà, le dernier point, c'est la folie. Voilà, c'est la folie. Vous êtes dans une RCP d'oncologie thoracique, vous avez des métastases pulmonaires, un cancer du côlon. On vous met sous Avastin, entretien par monothérapie 1 an, versus on vous fait une radiofréquence sur votre métastase pulmonaire, comme vous l'a montré Patrick. Le coût de l'Avastin, c'est 15 fois le coût de la prise en charge par radiofréquence sur 1 an. 15 fois. Mais il se trouve que l'Avastin, c'est une molécule onéreuse qui est inscrite sur la LPP. Donc votre établissement est entièrement remboursé. Si vous faites une RF, eh bien vous n'êtes pas remboursé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans la difficulté. Donc il a fallu qu'on passe par beaucoup de choses, et en particulier par un parcours du combattant, pour arriver enfin à ce que, par exemple pour la thrombectomie cérébrale, j'espère qu'on va arriver à faire la même chose pour la DTPI, pour la destruction tumorale par imagerie, on arrive à faire en sorte que la DGOS et l'UNCAM se mettent ensemble et fassent une demande à la HAS pour qu'on passe dans ces fameuses 3 actes qui sont examinés, parce que la HAS n'examine pour l'inscription que 3 actes par an, toutes spécialités médicales et chirurgicales confondues. Il se trouve par exemple que la thrombectomie a été 3 ans d'affilée classée numéro 4, donc n'a pas pu être examinée. Il se trouve que là, maintenant, toutes les études du monde montrent que si on vous fait une thrombectomie, vous améliorez le pronostic d'un accident vasculaire cérébral de façon phénoménale. Donc, brutalement, la DGOS et l'UNCAM ont décidé de saisir la HAS et de le mettre dans les 3. Voilà, donc nous, on continue à travailler là-dessus. On a proposé en radiologie interventionnelle 4 programmes de recherche médico-économique, parce que le dernier point le plus important, malheureusement, c'est qu'on aime beaucoup parler de scientifiques, tous, ensemble, on est tous d'accord pour dire que les résultats de toutes ces techniques sont fantastiques sur le plan scientifique, on a toutes les preuves, mais malheureusement, ce que nous demande l'État et nos payeurs, ce sont des résultats médico-économiques, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les programmes de recherche médico-économique. Oui, voilà, merci. Merci, on vous applaudit. On a compris.